l'ensemble de vos questions. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. J'avais déjà répondu à toutes les questions qui concernaient l'ASMR et aussi à des questions qui étaient beaucoup plus personnelles sur ma vie, mes envies, mes goûts, mes loisirs, tout ça. Et ce soir, on va terminer par parler des questions qui concernent mon métier. Donc je suis professeure des écoles, s'il y en a qui passent par là sans me connaître. Et des questions qui étaient tout autres de divers sujets que je n'ai pas forcément classés dans une partie en particulier. Donc on va commencer pour que ce ne soit pas non plus trop long. Donc en ce qui concerne mon métier, vous m'avez demandé quelles sont les qualités à avoir pour exercer. Alors il faut savoir que j'exerce ce métier depuis 5 ans maintenant. Et les qualités à avoir, je dirais qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience. Il faut évidemment être assez pédagogue, je pense, avoir une certaine manière de bien s'exprimer. Alors je parle pour ce métier-là en particulier. Évidemment que je ne suis pas exactement la même face à mes élèves et dans la vie de tous les jours où je peux être beaucoup plus spontanée avec parfois un vocabulaire peut-être plus familier, évidemment. Mais pour ce métier, on demande à ce que l'on puisse bien s'exprimer, bien articuler, qu'on sache bien expliquer les différentes notions à apprendre pour les élèves. Et puis je dirais aussi qu'il faut faire preuve d'une certaine peut-être sensibilité que je n'ai pas toujours parce que ce n'est tout simplement pas mon caractère, mais une certaine empathie et une sensibilité pour pouvoir s'adapter justement à chaque caractère des élèves qui font partie de notre classe, puisque les enfants sont très différents de l'un à l'autre et n'ont pas vraiment la même manière d'apprendre, la même manière de vivre l'école aussi. Donc il faut pouvoir être à l'écoute, s'y adapter. Et puis surtout, je dirais quelle qualité il faut avoir. Il ne faut pas du tout avoir peur de beaucoup travailler sur le long terme. Ce n'est pas un métier où lorsque l'on rentre chez soi, on met son travail de côté et puis on n'y pense plus jusqu'au lendemain. C'est pas vrai. Alors moi je suis professeure des écoles en maternelle, donc on va dire quand même que j'ai on va dire au niveau des corrections, des copies des élèves, évidemment que j'ai moins de travail que si j'avais été en élémentaire. Par contre, dans la construction de séquences, dans la construction d'exercices, dans la différenciation à apporter au niveau pédagogique pour chaque enfant, on est quand même beaucoup sollicité en dehors de l'école. Donc ce n'est pas juste de faire ces petits horaires et puis on rentre tranquillement chez soi. Il y a parfois des jours où je reste plus tard à l'école, où je reste parfois assez tard pour travailler, ou alors quand je rentre chez moi, je me mets encore 1 heure ou 2 sur mon ordinateur pour pouvoir créer de nouvelles choses, ou alors si je me rends compte que quelque chose n'a pas fonctionné, je vais essayer de faire autre chose le lendemain. Donc ça demande des réajustements qui du coup demandent du travail personnel peut-être plus important que pour d'autres professions. Voilà. Ensuite, vous m'avez demandé si mon métier me plaisait toujours. Eh bien oui, mon métier me plaît énormément, me plaît toujours autant, même si chaque année on a des classes différentes avec des élèves différents, parfois des élèves qui sont plus compliqués à gérer au quotidien. Mais bon, c'est le fond du métier de professeur des écoles. On ne peut pas avoir une classe qui soit idéale ou bien linéaire avec des niveaux des élèves qui soient assez linéaires. Ça reste quand même très divers chaque année. Mais
mais ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression de ne pas voir le temps passer lorsque je suis en classe, donc c'est plutôt une bonne chose. Je ne m'ennuie pas du tout. Et puis j'adore passer du temps avec mes élèves, ils sont très rigolos, ils sont très curieux et ils m'apportent beaucoup autant que je peux leur apporter. Et il faut savoir que j'ai commencé ce métier en faisant une réorientation professionnelle. J'aurais pu éventuellement regretter mon choix de me réorienter parce que j'étais dans un domaine qui était tout autre, qui était plutôt centré sur le développement durable, sur l'entretien et la surveillance des environnements. Donc voilà, je travaillais surtout en hydrogéologie, donc rien à voir avec le métier de professeur des écoles, même si j'ai toujours laissé dans un coin de ma tête que ce métier-là pourrait me plaire, surtout que j'ai plusieurs membres de ma famille qui l'ont exercé, donc j'ai un petit peu baigné dedans étant petite. Mais je ne regrette absolument pas. C'est justement un des meilleurs choix de vie que j'ai fait pour moi en suivant mes envies. Je me suis énormément donnée pour pouvoir réussir du premier coup, idéalement, à avoir le concours et pouvoir me réorienter. Je ne regrette absolument pas. Je suis très très contente de ce choix. Alors on m'a dit, tu réalises des achats pour les activités de ton travail. Est-ce que l'école te rembourse après ou c'est de ta poche le financement des matériaux pour les activités de ta classe? Alors c'est vrai que parfois en vidéo je vous montre des choses que j'ai achetées pour mes élèves ou pour la classe. Donc en fait ça dépend de ce que c'est. Si par exemple j'achète des manuels pour moi, des manuels d'enseignement, des manuels d'exercice, ou bien des petites choses que j'achète par-ci par-là, ou que je fabrique pour mes élèves, mais que je vais garder, qui seront réutilisables d'année en année, ça vient de ma poche et je ne demande pas à ce qu'on me rembourse parce que par exemple des manuels je vais les garder chez moi et les réutiliser d'année en année, donc j'ai pas besoin de me faire rembourser là-dessus. Ce sont des achats personnels. Par contre pour tout ce qui est petit matériel comme je vais vous donner des exemples comme des petits grelots, des petits bonbons, de la peinture que je ne trouve pas dans les magazines de commandes scolaires qui nous sont fournis. S'il y a du petit matériel d'art plastique ou que je manque d'un certain jeu dans ma classe, qui n'est pas d'un jeu éducatif bien sûr, qui n'est pas présent sur les catalogues qui nous sont fournis en début d'année pour réaliser nos commandes, à ce moment-là il est possible de se faire rembourser une partie ou tout ce qu'on a avancé pour le petit matériel de classe. Donc il faut savoir aussi quand même être assez mesuré, ne pas avoir de trop grosses factures et puis les catalogues qui nous sont proposés pour pouvoir réaliser nos commandes pour le matériel dont on a besoin pour les enfants sont assez fournis, les catalogues sont assez fournis, donc si on se débrouille bien avec le budget que nous donne la mairie, on est en capacité de pouvoir remplir nos classes sans avoir besoin d'avancer d'argent personnel. Mais ça dépend vraiment du matériel. Parfois il y a des choses qu'on trouve absolument pas sur les catalogues et qu'on va trouver dans le commerce. Dans ce cas-là on le prend et puis on se fait rembourser si ça reste raisonnable. Alors ensuite vous m'avez demandé, à terme envisagerais-tu de revenir vers un métier plus en lien avec ta formation universitaire d'origine, donc vers l'environnement et les énergies renouvelables, le développement durable? Il faut savoir que, bon déjà j'ai un petit peu répondu à la question parce que je ne regrette absolument pas le métier que j'ai choisi. Je suis très très heureuse de ce métier-là, donc je ne pense pas revenir vers mon métier initial. Après, effectivement, si le métier vient à me déplaire avec les années, surtout qu'il est mine de rien très coûteux en énergie, il faut quand même les supporter, les enfants en permanence tous les jours, donc même si on a quand même de grandes vacances, il y a une bonne partie des vacances qui est réservée
Ce qui est l'avantage de ce métier-là aussi, c'est que je peux enseigner autant à des petites sections que jusqu'au niveau CM2, ce qui n'est absolument pas le même métier en soi, parce qu'on va pas avoir la même approche pédagogique et humaine envers des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, et envers des enfants de l'âge d'aller pratiquement en 6e. Donc on a la possibilité effectivement parfois de changer de niveau, ce qui nous permet de voir un petit peu plus ailleurs et de ne pas nous ennuyer, de rentrer dans une routine qui nous déplairait. Mais de là revenir vers l'environnement, très sincèrement je ne pense pas, à moins que j'ai une révélation durant les prochaines années. Mais je suis tellement contente d'être sortie de ce domaine-là pour aller vers l'enseignement que je pense pas y retourner. Ensuite, vous m'avez demandé est-ce que parfois tu ne perds pas patience avec les petits à l'école, ou alors est-ce que tu ne perds pas la passion car c'était pas ce vers quoi tu te dirigeais au niveau de tes études à la base. Alors, comment vous dire, mes études à la base sont un petit peu... Je suis partie dans divers domaines qui ne se ressemblent absolument pas. Avant l'environnement, j'étais partie pour devenir kinésithérapeute ou alors gynécologue si vraiment j'avais la foi de faire beaucoup d'années d'études. Mais j'ai tenté 2 fois de passer le concours de médecine que je n'ai pas eu parce qu'il y avait trop de candidats et c'était trop compliqué. La mémoire et moi, ça fait 2, donc ça l'a pas fait. Et finalement, ce n'était pas plus mal que je ne l'ai pas eu. Je pense que c'était le destin finalement. Parce qu'avec du recul, je me rends compte que ça ne m'aurait pas forcément beaucoup plu de travailler dans une profession médicale. Après, il faut savoir que dans ma famille, il y en a beaucoup qui sont dans des professions médicales, donc on va dire que ça coulait de source pour moi de faire une filière scientifique et de me diriger vers ça. Bon, finalement, c'est pas ce qui m'a plu. Après, je suis retournée vers des études en sciences de la Terre, en sciences de la vie, parce que c'était la matière que je préférais au lycée et dans laquelle je m'épanouissais le plus. Après, j'ai été très très déçue des cours de géologie que j'ai suivis à l'université parce que c'était pas ma came. C'est pas que c'était... ça n'a rien à voir avec les cours en eux-mêmes, ça n'a rien à voir avec le fait que ce n'était pas intéressant parce que c'était très intéressant, mais c'était tout simplement pas ma came et je me voyais pas du tout évoluer dans ce domaine-là. Donc j'ai bifurqué vers l'environnement, vers la qualité des eaux, la qualité des sols, etc. Et puis le travail qui était proposé en bureau d'études finalement ne m'a pas plu non plus. Donc j'ai tout de même fait mes 5 ans d'études, licence et master en environnement. Et au moment de me lancer dans la recherche d'emploi, c'était très difficile parce qu'il y avait peu d'offres qui sortaient. Les recruteurs étaient très réticents sur le fait de recruter des jeunes diplômés qui n'avaient pas forcément d'expérience. Surtout que ma formation n'était pas en alternance, donc vraiment j'avais très peu d'expérience à part mon stage de fin de master. Et en fait ça m'a vite déplu. Et puis je vous dis, je crois au destin. Et en fait il y a eu la période Covid où on était forcé de rester chez nous. On était confinés. Donc comment vous dire que la recherche d'emploi est complètement tombée à l'eau à cette période-là. Et je me suis dit, il est peut-être grand temps que je me dirige vers ce qui m'a toujours plu finalement depuis que je suis petite. Je rêvais d'être professeur des écoles, je rêvais d'être maîtresse et pas uniquement pour avoir les vacances scolaires. Mais j'ai toujours voulu travailler auprès d'enfants, j'ai hésité à travailler en crèche, en puériculture. Mais finalement ce qui m'intéresse c'est plus la pédagogie, c'est plus l'enseignement, c'est plus le partage avec les élèves, les exercices, les leçons. Moi je suis quelqu'un de très scolaire et ça me plaisait énormément et je gardais de très très bons souvenirs de l'école élémentaire dans laquelle j'étais, de mes maîtresses
cursus, j'ai perdu le mot, une candidature, bref, on s'en fiche. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de formations comme ça en parallèle que l'on pouvait suivre. Et c'est ce qui m'a plu parce que je me suis dit que finalement avec un bac plus 5 je pouvais directement m'inscrire au concours et le préparer de mon côté. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été très très assidue dans mes révisions et j'ai eu le concours dès la première année. Donc ça a été pour moi une révélation finalement. Donc et ça a été que de la bonne découverte. Il y a des moments où c'est très difficile, on va pas se mentir. Il y a des moments où, comme vous le posez dans la question, on peut perdre effectivement patience parce qu'il y a des enfants, on va pas se mentir, qui sont très difficiles, qui sont très compliqués à encadrer au quotidien, surtout dans une classe avec parfois un très gros effectif. Mais ça n'entache en rien à, comment dire, la passion, l'envie qui m'anime de faire cette profession, de travailler dans ce domaine-là. Ça m'a toujours plu, donc j'ai pas l'impression que je vais perdre la passion, en tout cas pas maintenant. Par contre, je vous dirais que je travaille effectivement avec des collègues qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui sont parfois proches de la retraite et qui ont donc un recul assez important sur leur métier, sur leur profession, et qui m'avouent que effectivement le métier a énormément changé, que les enfants ne sont plus vraiment les mêmes que les classes qu'ils avaient à leur début. Et il y en a parfois qui sont un petit peu blasés du métier, un petit peu blasés de l'éducation nationale et qui, je pense, si elles en avaient eu l'occasion, auraient peut-être changé de voie. Donc là, je vous parle à l'instant T. Moi, je pense pas perdre la passion de ce métier-là parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Et depuis toujours, finalement, j'ai toujours joué à la maîtresse lorsque j'étais petite et je m'étais toujours dit que j'allais devenir professeur des écoles. Après, mon cursus a fait que je suis passée par d'autres petites choses, voilà. Mais je pense être sur mon droit chemin à moi. Et je pense que finalement, ce n'est pas anodin que j'ai eu le concours du premier coup et que ça m'ait autant plu. Donc non. Et puis perdre la patience, il faut aussi savoir faire une distinction entre ce qui se passe à l'école et après le retour dans sa vie personnelle. Moi, je fais une grosse distinction entre parfois les petits tracas que je dois gérer à l'école, parfois les gros conflits que je peux avoir à l'école, je sais pas, entre élèves, etc., dans la classe, les difficultés d'apprentissage des uns et des autres, etc. Et puis ma vie extérieure, dès que je passe le portail de l'école, pour moi, ça reste derrière moi, ça reste ma profession, mais j'en fais pas tout un pataquès des contrariétés que j'ai eues durant la journée. Voilà. Il faut savoir faire la distinction, je pense, pour pas que ça nous bouffe, que ça nous grignote au fond de nous tout le temps, quoi. Et ensuite, vous m'avez posé une dernière question sur mon métier. Est-ce que tu as pensé à utiliser l'ASMR pour créer et encadrer des temps calmes à l'école? Est-ce qu'un parent t'a déjà reconnu? Alors, au niveau
je leur lis des histoires après la cantine lorsqu'ils reviennent en classe. On prend 10 minutes pour essayer de lire une ou deux histoires pour se calmer un petit peu avant de reprendre le travail de l'après-midi. Donc j'essaye justement d'avoir un débit de parole plus lent, une voix plus douce, plus calme. Il y a même des enfants qui s'endorment sur les bancs tellement qu'ils sont KO, les pauvres. Mais je pense que ma voix peut en bercer certains peut-être. Mais sinon utiliser de la SMR comme je fais avec vous via le micro, etc. Non, j'ai jamais testé avec mes élèves. Alors on va essayer de faire rapidement les questions que vous m'avez posées dans de tout autre thème qui ne concerne pas du tout mon métier. Donc vous m'avez demandé est-ce que tu comptes te prendre le livre de l'Avent de Franck Tilliès cette année, celui qui fonctionne comme un calendrier de l'Avent avec mais en format livre avec un chapitre ou une histoire par jour. Alors justement, lorsque j'avais vu ce commentaire, je ne connaissais pas du tout le concept de ce livre de l'Avent. Ça fait un petit moment que j'ai lu vos questions et au moment de m'acheter un cadeau de Noël, mon père m'a demandé ce que je souhaitais avoir et je lui ai dit qu'il pouvait me prendre ce livre de l'Avent que du coup je commencerai à lire avant Noël évidemment. Mais oui, il me l'a acheté. Par contre, je n'ai pas eu le temps de le terminer parce que je suis partie de chez moi avant Noël et il me restait quelques chapitres à lire, donc il faut que je m'y mette. Surtout que j'étais en train de lire un autre roman en ce moment qui était le roman La Psy, qui est assez connu. Je viens de le terminer, je l'ai trouvé super sympa à lire, surtout si vous aimez les thrillers un petit peu à suspense. Je l'ai beaucoup aimé, mais après j'avais imaginé une autre fin au roman, donc j'ai été un petit peu déboussolée parce que je m'attendais pas du tout à ça finalement pour la fin de l'histoire. Alors ensuite on m'a demandé est-ce que tu as lu les livres La femme de ménage? Si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour ça aussi, vous devez savoir que j'ai les deux romans de La femme de ménage, les deux premiers romans que mon copain m'avait offert il y a plus d'1 an je crois, et je n'ai jamais trouvé le temps de les lire, surtout qu'entre temps je les avais prêtés à ma soeur, donc je les avais pas chez moi, etc. Mais j'ai vu que le film était sorti et je n'ai absolument pas envie d'aller voir le film tant que je n'ai pas lu les romans. Donc je m'étais dit que si j'arrivais à me dégager un petit peu de temps après l'école, le soir et tout, je vais enfin essayer de lire ces livres-là. Et lorsque je les aurai lus, si ça vous plaît, je vous ferai une petite revue des romans que j'ai lus et je vous dirai mon avis dessus, qui peut être un avis mitigé parce qu'il y en a qui ont adoré l'histoire. Et par exemple ma sœur qui avait lu le premier tome a été vraiment déçue parce qu'elle trouvait que c'était un petit peu gnangnan. Je vous dis juste son avis, moi je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas encore ce qui s'y passe à l'intérieur. Je pense que les avis diffèrent selon la personne qui lit le roman. Alors ensuite on m'avait demandé quelle est ta lecture du moment, et bien je vous l'ai dit, c'était La Psy de je ne sais plus quelle autrice, c'était une femme qui avait écrit ce roman et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, où en est ta cuisine? Tu avais parlé de travaux il me semble, alors oui, mais ma cuisine est terminée depuis bien longtemps, je crois depuis la rentrée dernière, non même pas, il y a plus d'1 an. Donc ma cuisine est terminée et entre temps on a fait des travaux aussi dans nos toilettes qu'on ne pouvait plus se voir, qui étaient très vintage, qui étaient restés dans leur jus depuis qu'on avait acheté notre appartement. Donc on a refait nos toilettes avec des carreaux de ciment au sol avec de jolis motifs et un meuble en bois avec une belle vasque, enfin voilà, quelque chose qui soit un petit peu plus dans l'air du temps et qui nous ressemble plus que ce qui était auparavant, initialement. Est-ce que tu as changé d'avis sur le mariage ou tu restes sur la même idée? Alors, qu'est-ce que je vous avais dit sur le mariage? Ça, ce sont des questions de personnes qui ont bien suivi mes précédentes FAQ ou mes précédentes vidéos. Peut-être que je vous avais dit que je ne souhaitais pas me marier. Ça n'a pas trop changé. Il faut dire que le mariage ne m'attire pas vraiment.
l'âge des uns et des autres, mais on se voit absolument pas organiser un gros événement comme ça autour de nous. On est assez discret, je crois, dans la vie de tous les jours, et c'est pas c'est pas un événement qui nous tente tant que ça, et le Pax nous suffit pour le moment, donc on ne dit jamais jamais. Peut-être qu'on se mariera un jour, mais c'est pas du tout d'actualité. Alors vous m'avez demandé à quoi ressemblerait ton Noël de rêve en mode journée idéale de Noël avec l'ambiance, la déco, le repas, les gens. Alors c'est un petit peu rigolo comme question. Il faut savoir que j'ai pas relu les questions que vous m'avez posées depuis un bail, donc je les découvre et je les redécouvre avec vous. À quoi ressemblerait ton Noël de rêve? Alors une belle table avec des petites musiques de Noël en fond, une belle décoration style maison du Père Noël. Je suis très très Noël, j'ai beaucoup décoré notre appartement, même si ce n'est toujours pas assez, parce que j'aimerais vraiment avoir une ambiance magasin, boutique de Noël quand j'arrive chez moi. Mon Noël de rêve, en fait c'est un petit peu triste, mais mon Noël de rêve c'était vraiment les Noëls que j'avais lorsque j'étais petite et lorsque je croyais encore au Père Noël, parce que pour moi c'était vraiment ça la magie de Noël. Je faisais ma liste, j'abusais comme tous les enfants sur le nombre de cadeaux à coller sur ma liste, parce que je pensais qu'on avait le droit d'avoir tout ce que l'on souhaitait. J'envoyais ma lettre et puis j'attendais avec impatience le 25 décembre au matin pour pouvoir voir ce que le Père Noël m'avait acheté. Maintenant, en étant adulte, on a perdu de cette magie-là. On conseille nos proches sur les cadeaux que l'on souhaiterait, on cherche des cadeaux pour nos proches également, mais ça n'a plus la même saveur quoi. Donc mon Noël de rêve, ce serait vraiment que le Père Noël existe et que l'on reste dans cet imaginaire d'enfant que l'on avait. Après, ce qui me console un petit peu, c'est que comme je suis avec des enfants en bas âge en permanence, lorsque la période de Noël arrive, j'écoute tout ce qu'ils me racontent et on voit dans leur discours la naïveté que l'on avait nous-mêmes lorsqu'on était enfant, où ils croient dur comme fer au Père Noël, au fait qu'ils ont été très très sages durant cette année, qu'ils vont avoir de beaux cadeaux. Donc ça me fait toujours plaisir de les voir si heureux. Donc je dirais qu'un Noël de rêve, ça serait une très belle décoration avec une très belle table, une très belle déco de Noël sur la table, pouvoir faire plaisir à mes proches, pouvoir les gâter autant que je peux. C'est vrai que je fais beaucoup de cadeaux de Noël à mes proches parce que ça me fait plaisir, et justement on se faisait la réflexion avec ma soeur cette année, mais je crois que ça me fait encore plus plaisir d'offrir des cadeaux que de les recevoir moi-même, parce qu'il y a toute cette étape où on cherche dans les boutiques les petites choses qui peuvent plaire à nos proches, et c'est trop sympa de les voir heureux, de les voir sourire quand ils ouvrent leur paquet. Donc moi ça serait en fait une ambiance très Noël vintage, très Noël à l'ancienne, très Noël américain peut-être, mais j'adore ça. Et à l'inverse par contre, je déteste les téléfilms de Noël, je ne regarde pas du tout les téléfilms qui passent sur TF1 et tout ça. J'ai horreur de ça parce que je trouve que les histoires sont trop gnangnang à mon goût. Mais à l'inverse, lorsque j'étais petite, je regardais chaque année les dessins animés de Mickey à Noël. J'avais une cassette où ça s'appelle peut-être le Noël de Mickey, je ne sais plus, où il y avait 3 petits courts-métrages de Noël avec Mickey, tout le monde, Donald, Dingo, enfin voilà. Et une fois je les avais retrouvés sur Disney+, je les avais regardés, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, et j'aimerais bien retrouver le DVD de ces petits courts-métrages là, parce que c'est juste une petite Madeleine de Proust que j'aime bien me regarder en fin d'année, comme ça c'est mes petits favoris. Et je regardais un petit dessin animé qui s'appelait Le Grelot de Noël. Le Grelot de Noël, où c'était un facteur qui avait trouvé un enfant orphelin avec un petit grelot, qui était finalement, je crois, l'enfant du Père Noël, qu'il avait perdu, je ne sais plus. J'adorais ce petit court-métrage, ce petit film, et je l'ai retrouvé en DVD sur Vinted.
bien sûr un bon chapon avec des petites pommes de terre, une bûche de Noël en dessert, enfin le truc vraiment classique, mais j'adore, j'adore. Alors ensuite vous m'avez posé une toute autre question qui n'a rien à voir avec Noël. Est-ce que tu crois en l'astrologie? Et les bracelets en pierre, quartz rose, améthyste, tu trouves que ça fonctionne sur toi ou pas du tout? Alors, est-ce que je crois en l'astrologie? Je ne sais pas si je crois vraiment en l'astrologie. En tout cas, je ne crois pas trop au petit, comment dire, à la petite rubrique astrologie qui est à la fin des magazines pour vous dire semaine après semaine ce qui va vous arriver. Ça, j'y crois pas trop. Par contre, sur le caractère des gens selon leur signe astrologique, je trouve qu'il y a quand même des traits de caractère qui se retrouvent bien dans les personnes, par exemple de mon entourage, que ce soit de ma famille, de mes collègues, etc. Je trouve qu'il y a quand même des traits de caractère qui finalement matchent bien avec la définition que font les gens des signes astrologiques. Je change de position parce que je suis en train de m'engourdir. Donc est-ce que je crois en l'astrologie? Je crois pas mal en la description qu'ils font de mon signe astrologique qui n'est pas simple. Puisque je suis scorpion, ascendant scorpion, donc c'est pas un des signes les plus faciles à vivre, mais mine de rien, lorsque j'écoute des petites descriptions de ce signe-là, je me retrouve bien là-dedans. Donc je dirais qu'il y a quand même peut-être une part de réalité, mais après, bon, ben, c'est comme n'importe quelle croyance, ça appartient à chaque personne. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont assez liées au destin et il n'y a pas que du faux dedans, donc ça nous laisse nous poser quelques questions. Et après, pour les bracelets de pierre, alors j'en sais rien si ça fonctionne pour être totalement transparente avec vous, mais je trouve que les bracelets de pierre sont jolis, sont esthétiques et j'aime bien l'idée que l'on puisse leur donner des vertus, des propriétés bénéfiques selon la pierre que l'on porte et selon justement notre signe astrologique. Donc c'est vrai que moi parfois je porte des bijoux avec des pierres, j'ai notamment de la labradorite, j'ai de la tourmaline, j'ai du lapis lazuli. Là ce que je porte en permanence sur moi qui vient je crois de l'atelier d'Amaya, c'est un petit bracelet avec une pierre de citrine qui apparemment est liée au signe du scorpion. Mais après je m'y connais pas des masses en astrologie. Il y a juste quelques traits de caractère grossiers, on va dire, pour chaque signe que j'ai en tête. Et c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, parfois il y a quelques petits traits de leur caractère, de son caractère, qui me font tilter et je me dis ah peut-être qu'il est de signe et effectivement parfois ça se révèle être vrai. Donc je vous dis il y a quelques petites subtilités qui font que c'est peut-être pas que du faux l'astrologie. Et puis on va terminer avec une question qui n'a rien à voir aussi. Quelle est ma routine capillaire? Alors j'ai pas de routine capillaire hormis le fait que j'essaye de laver mes cheveux tous les 2 à 3 jours pour pas les laver tous les jours non plus. Si je vois qu'ils graissent, même si j'ai pas vraiment de cheveux à tendance grasse, je mets du shampoing sec Baptiste classique comme tout le monde a chez soi pratiquement. Je me fais parfois des masques capillaires mais pas régulièrement. Je dirais peut-être 1 à 2 fois par semaine. Enfin, ce sont des masques tout simplement après shampoing à faire après son shampoing juste avant de les rincer. J'utilisais la gamme qui était plutôt pas mal que j'avais trouvée sur Beauté Privée, c'est la gamme Arganicare à l'huile de ricin. Fut un temps, lorsque j'étais plus jeune, je mettais carrément de l'huile de ricin sur les pointes et parfois sur les racines de mes cheveux, ce qui est une grossière erreur parce que c'est de l'huile qui est très épaisse, qui est très visqueuse et qui s'accroche énormément aux racines. Donc j'avais l'impression que j'avais mis mes cheveux dans un bain d'huile de friteuse
sécheuse. C'était vraiment pas du tout esthétique, même s'il n'était pas sale. Donc j'ai arrêté les bains d'huile de ricin. Après, ce que je fais aussi, c'est que de temps en temps, là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je me fais des petites cures de compléments alimentaires pour les cheveux. Moi j'utilise la gamme Forcapil anti-chute, je crois, anti-chute, le Forcapil, qui n'est pas donné, mais qui n'est pas non plus le plus onéreux. Et je trouvais que ça fonctionnait bien, ça épaississait mes cheveux et c'était plus long et plus solide. Et vous le remarquez surtout sur les petits cheveux que vous avez là qui se cassent facilement. Quand vous voyez qu'ils repoussent bien là tous ces petits cheveux, c'est que généralement ça fonctionne pas mal. Je sais qu'il y a la marque Luxéol qui est très connue, je sais pas ce qu'elle vaut. Et j'avais testé une autre marque mais j'ai plus le nom. Mais après sinon j'ai pas de routine capillaire particulière. Je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. J'ai la chance finalement d'avoir les cheveux très très lisses naturellement. Donc je n'utilise pas de lisseur, pardon, je n'utilise pas du tout de sèche-cheveux pour me faire des brushings. Je les laisse vivre tranquillement et lorsque je m'attache les cheveux, j'essaye de les attacher ou avec des pinces pour ne pas avoir à les casser, ou alors avec des joujoux, des élastiques en tissu, vous savez, qui sont un peu épais. C'est dommage parce que j'en ai toujours au poignet, j'aurais pu vous montrer, mais bon voilà, j'en ai pas. Mais ouais, évitez les petits joujoux, les petits élastiques que je mettais surtout quand j'étais plus jeune, qui m'arrachaient les cheveux, hein, concrètement, qui les arrachaient. Donc voilà, c'est ma solution pour éviter qu'il n'y ait trop de casse. Et je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça fait un bon moment que je discute et je crois que la vidéo va quand même faire autour de 40 minutes. Mais bon, j'étais très contente de discuter avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu vous relaxer un petit peu, que je n'ai pas parlé trop vite parce que c'est mon défaut. Je suis très speed au quotidien, donc j'ai beaucoup de mal à me poser devant la caméra et avoir un débit de parole calme. C'est mon grand défaut. Je vous souhaite